Laisse les clés et va-t'en, a exigé mon père pendant le dîner du dimanche. Cette maison appartient maintenant à la famille. Ma mère a hoché la tête. J'ai posé les clés sur la table et je suis parti en silence. Le lendemain matin, quand la compagnie de crédit les a appelés à propos du transfert de 890 000 $. Je m'appelle Amanda Collins, j'ai 32 ans, et il y a 3 ans, j'ai acheté ma première maison. Une maison modeste mais belle, avec 2 chambres, qui représentait tout ce pour quoi j'avais travaillé. Dimanche dernier, j'avais invité mes parents à dîner pour fêter ma promotion. Je ne m'attendais pas à ce que mon père se lève après le dessert, le visage froid comme la pierre, et exige les clés de ma maison. Cette maison appartient à la famille maintenant, a-t-il déclaré pendant que ma mère hochait la tête. Confuse et blessé, j'ai posé les clés sur la table et je suis parti sans rien dire. Le lendemain matin, quand la société de prêt m'a appelé, tout a changé. Avant de vous raconter comment j'ai découvert le plan secret de mes parents, dites-moi en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Et si vous avez déjà été trahi par votre famille, mettez un like et abonnez-vous pour savoir ce que j'ai fait ensuite. Grandir dans la famille Collins, c'était vivre sous des règles strictes. Mes parents, Richard et Margaret Collins, contrôlaient presque tous les aspects de ma vie. Les amis que je pouvais avoir, les vêtements que je pouvais porter. Ils appelaient ça de la protection, mais en grandissant, j'ai compris que c'était du contrôle. Même s'ils étaient très autoritaires, je croyais qu'ils m'aimaient et qu'ils voulaient le meilleur pour moi. Je pensais juste que leur méthode était vieille et extrême. Après le lycée, je me suis battu pour obtenir mon indépendance. Eux voulaient absolument que j'aille au collège communautaire du coin et que je continue à vivre à la maison. En cachette, j'ai demandé des bourses. Quand j'ai reçu la lettre d'admission à l'université d'État avec une bourse complète, ils n'ont pas pu s'opposer. C'était gratuit, même si leur déception était très claire. Ces 4 années loin d'eux m'ont transformé. J'ai découvert que j'étais doué pour les finances et j'ai adoré aider les autres à gérer leur argent. Ma carrière de conseillère financière a commencé avec un poste junior chez Richardson Financial Group. J'ai travaillé des heures folles, pris des projets en plus et passé plein de certifications. À 29 ans, j'avais triplé mon salaire de départ et économisé assez pour acheter ma propre maison. Mes parents m'ont conseillé d'acheter un appartement près de chez eux, ou mieux encore, de construire une extension chez eux. Mais j'ai préféré acheter une maison style Craftsman de l'autre côté de la ville. Ils ont à peine caché leur déception. C'est trop grand pour une seule personne, a dit mon père le jour de l'inauguration. Tu gaspilles ton argent avec tout cet espace en trop, a ajouté ma mère, sans même regarder les beaux planchers en bois que j'avais restaurés moi-même. Cette maison représentait tout pour moi, liberté, réussite, sécurité. Je passais mes week-ends à peindre les murs, installer des ventilateurs, aménager un bureau où je travaillais souvent tard. Le jardin était devenu mon refuge, la cuisine mon coin créatif. Chaque recoin avait une signification. Ce n'était pas juste une propriété, c'était un symbole de rupture avec les dépendances familiales du passé. Récemment, j'avais eu une grosse promotion. Je devenais consultante senior, avec une belle augmentation et la possibilité de gérer mes propres clients. Après 5 ans à voir mes collègues seniors partir en vacances pendant que je m'occupais de leurs clients, j'atteignais enfin un nouveau niveau. Ce dîner devait marquer ce moment important. Avec le recul, j'aurais dû voir les signes d'alerte. Mon père me posait de plus en plus de questions précises sur mon prêt immobilier. Quel est le nom de la banque? C'est un prêt sur 15 ou 30 ans. Tu as refinancé avec les taux bas? À l'époque, je pensais qu'il voulait juste discuter, ou qu'il voulait peut-être refinancer sa propre maison. Mais le comportement de ma mère avait aussi changé. Elle avait commencé à me demander de garder des objets de famille chez moi, disant que leur grenier était trop humide. Ces choses doivent rester dans la famille, disait-elle en posant des vieux cadres photos sur ma cheminée. Comme si ma maison était une extension de la leur. Je les avais aidés financièrement plusieurs fois. Quand ils avaient du mal à payer la taxe foncière, je leur avais envoyé un chèque. Quand leur chaudière était tombée en panne l'hiver dernier, j'avais payé la moitié des frais. Je ne leur avais jamais demandé de me rembourser. Après tout, c'était ma famille. Mon frère Ryan, 2 ans plus jeune que moi, a toujours été du côté de mes parents. Il est entrepreneur, mais il vit toujours dans un petit appartement au-dessus du garage de mes parents. Il profite d'un logement pas cher, il fait des réparations chez eux, et il soutient leur façon de voir les choses. Contrairement à moi, Ryan n'a jamais remis en question leur autorité ni leurs décisions. Quand il y avait des disputes familiales, il prenait systématiquement leur défense. Il me rappelait souvent combien nos parents s'étaient sacrifiés pour nous. Ma meilleure amie Stéphanie m'avait prévenu plein de fois. « Tes parents ne veulent pas que tu réussisses mieux qu'eux », m'avait-elle dit après qu'ils aient minimisé ma promotion. Ils parlent de loyauté familiale, mais en réalité, ils s'en servent pour te garder dépendante. J'avais ignoré ces avertissements, pensant qu'elle exagérait.
Je lui avais assuré que, malgré leurs défauts, mes parents voulaient vraiment que je réussisse. Fais-moi confiance, lui avais-je dit. Ils sont juste vieux jeux. Ils changeront d'avis quand ils verront que ma carrière devient stable. Stéphanie avait juste secoué la tête. J'espère que tu as raison, mais fais attention à ce que tu partages avec eux. L'information, c'est du pouvoir. Et ils ont passé toute ta vie à garder ce pouvoir sur toi. J'aurais dû écouter Stéphanie plus attentivement. J'aurais dû me poser des questions quand ma mère insistait pour avoir une clé de secours en cas d'urgence. J'aurais dû me demander pourquoi mon père voulait soudain vérifier ma police d'assurance habitation, soi-disant pour voir si j'avais un bon tarif. Les signes étaient là, mais j'étais aveuglé par ma croyance que la famille ne trahirait jamais vraiment. J'avais tellement tort. Ce dimanche-là, j'ai passé toute la journée à préparer le dîner. J'ai fait mariner des steaks, le plat préféré de mon père, et préparé une purée de pommes de terre à l'ail rôti, exactement comme aimait ma mère, avec du beurre en plus et une touche de romarin. J'ai même fait une tarte aux pommes maison avec la recette de ma grand-mère. La table était dressée avec ma plus belle vaisselle, les bougies allumées, et une bouteille de bon cabernet aérée sur le comptoir. Ce dîner représentait plus qu'une célébration de ma promotion. C'était mon moyen de montrer à mes parents que j'avais réussi. Peut-être qu'ils me verraient enfin comme une adulte digne de respect, et plus comme la petite fille qu'ils voulaient toujours diriger. Vers 17 heures, la sonnette a retenti. J'ai lissé ma robe, pris une grande inspiration et ouvert la porte avec un grand sourire. Mais mon sourire s'est figé quand j'ai vu, non seulement mes parents, mais aussi mon frère Ryan debout sur le perron. « J'espère que ça ne te dérange pas », a dit ma mère en entrant sans attendre de réponse. Ryan n'avait rien prévu ce soir, alors on l'a emmené avec nous. Bien sûr que non, ai-je menti, en me demandant rapidement si j'avais assez de nourriture pour une personne en plus. Plus on est, mieux c'est. Mon père m'a tendu une bouteille de vin bon marché, le genre qu'on achète dans un pack au supermarché. J'ai apporté ton préféré, a-t-il dit, même si ça n'avait jamais été mon préféré. Pendant les entrées, la conversation est restée superficielle. Ma mère a parlé des nouvelles rideaux du salon, m'a demandé où je les avais achetés et combien ils avaient coûté. Mon père a inspecté le nouveau carrelage de la cuisine, pointant une petite zone où le joint n'était pas droit. Ryan parlait à peine, fixait son téléphone et souriait en lisant des messages. En servant le plat principal, j'ai décidé que c'était le bon moment pour annoncer ma promotion. Je voulais leur dire en personne pourquoi j'avais organisé ce dîner. J'ai rempli leur verre de vin et dit « J'ai été promu consultante senior chez Richardson. Ça vient avec une belle augmentation, mon propre bureau, et la possibilité de construire ma propre liste de clients. » Un silence gênant a suivi. Puis ma mère a dit « C'est bien, ma chérie. Mais tu vas devoir travailler plus. Ce n'est pas très bon pour la santé. » Mon père a mâché son steak lentement avant de demander « Tu vas gagner combien de plus ?» Quand je le lui ai dit, il a levé légèrement les sourcils et a échangé un regard rapide avec ma mère. « Bon, je suis content pour toi, » a-t-il dit enfin. « Il était temps que ton travail soit reconnu. » Ryan a soufflé discrètement du nez. Ça doit être sympa de s'asseoir dans un bureau toute la journée pour gagner ce genre d'argent. J'ai senti une vieille déception monter dans mon ventre, mais j'ai essayé de l'ignorer. Je suis vraiment excité par ces nouvelles opportunités. J'ai travaillé très dur pour ça. Oui, tu as toujours été trop focalisé sur ta carrière, a dit ma mère d'un ton qui faisait passer ça pour un défaut. Le dîner a continué avec des discussions forcées. Mes parents m'ont posé très peu de questions sur ma promotion. Par contre, ils ont passé 15 minutes à parler des travaux de salle de bain que Ryan avait fait pour un restaurant local. J'ai remarqué que mon père regardait sa montre de plus en plus souvent. Quand j'ai servi le café avec la tarte aux pommes, son attitude a soudain changé. Il s'est redressé, et d'une voix étrange et formelle, il a dit « Amanda, ta mère et moi avons réfléchi à ta situation. » Ma situation, ai-je demandé, vraiment confuse. Il a hoché la tête, en posant sa fourchette avec soin. « Cette maison est trop grande pour toi. Et franchement, elle devrait servir à toute la famille. » Ma tasse de café s'est arrêtée à mi-chemin de mes lèvres. « De quoi tu parles ? » On en a longuement discuté, a ajouté ma mère. En tant que tes parents, nous avons tout investi en toi. Ton éducation, ton enfance, toutes les opportunités que tu as eues. Le succès que tu vis aujourd'hui, c'est directement grâce à nous. Ryan hochait la tête avec un petit sourire au coin des lèvres. Ta maison, a continué mon père, est en réalité le résultat d'un investissement familial. On a décidé qu'il était temps de le reconnaître officiellement. Tu es en train de dire quoi exactement ? Ai-je demandé, la voix presque inaudible. Le visage de mon père s'est durci. Nous disons que cette maison appartient désormais à la famille.
Ta mère et moi allons emménager ici, et Ryan se chargera des rénovations qu'on a déjà planifiées. Ryan s'est penché en avant. Je pensais commencer par abattre le mur entre la cuisine et la salle à manger. Ouvrir un peu l'espace. Maman a toujours voulu un concept ouvert. Je les ai regardés un par un, espérant que quelqu'un se mette à rire et dise que c'était une blague, même de mauvais goût. Mais leur visage restait sérieux, voire plein d'attente. C'est ma maison, ai-je dit lentement. Je l'ai acheté avec mon argent. Mon nom est sur l'acte de propriété et le prêt. Des détails, a dit mon père avec un geste de la main. On est une famille. Ce qui est à toi est à nous. C'est comme ça que ça marche. Non, ai-je répondu plus fort. Ce n'est pas comme ça que ça marche. J'ai acheté cette maison. Je paie le prêt. Elle est à moi. Le visage de ma mère a pris l'expression de déception qu'elle avait perfectionnée pendant des années. Après tout ce qu'on a fait pour toi, tu nous remercies comme ça? En étant égoïste. Égoïste, ai-je répété, incrédule. C'est égoïste de posséder ce que j'ai payé. Laisse tes clés et va-t'en, a hurlé mon père. Cette maison appartient à la famille maintenant. Ma mère a hoché la tête en silence, les lèvres serrées. Vous n'êtes pas sérieux, ai-je chuchoté. Parfaitement sérieux, a répondu mon père. Tu as une semaine pour récupérer tes affaires personnelles. Ryan surveillera que tu ne prennes rien qui doit rester avec la maison. J'avais l'impression d'être dans une autre réalité. Ces gens, ma famille, discutaient calmement du vol de ma maison, comme s'ils en avaient tout à fait le droit. Le choc m'a rendu muette pendant quelques secondes. Dans ce silence, mon père a tendu la main. Tu vois. Quelque chose en moi s'est figé. Sans dire un mot, j'ai sorti les clés de ma maison de mon sac, je les ai posées sur la table et je me suis levé. J'ai seulement pris mon téléphone, mon portefeuille et mes clés de voiture. Tu le regretteras, a crié mon père pendant que je marchais vers la porte. Je n'ai pas répondu. J'ai refermé la porte derrière moi, suis monté dans ma voiture, et j'ai roulé jusqu'à l'appartement de Stéphanie, de l'autre côté de la ville, les larmes me brouillant la vue. Ils ont perdu la tête, a dit Stéphanie après que je lui ai raconté ce qui s'était passé. Tu dois voir un avocat dès demain matin. Ce sont mes parents, ai-je murmuré faiblement. Il doit y avoir un malentendu. Stéphanie m'a attrapé par les épaules. Amanda, écoute-moi. Ils viennent d'essayer de te voler ta maison. Ce n'est pas un malentendu, c'est un crime. Cette nuit-là, allongé sur son canapé, j'ai revécu toute la scène du dîner encore et encore. Avais-je pu leur faire croire que la maison était une sorte d'investissement familial? Est-ce que j'avais manqué un signe important dans notre relation qui expliquerait ce comportement? Peu importe comment je retournais la situation, ça n'avait aucun sens. Je ne savais pas encore que la vraie ampleur de leur trahison allait m'être révélée dès le lendemain matin par un coup de téléphone. Je me suis réveillé sur le canapé de Stéphanie, désorienté et épuisé émotionnellement. Pendant quelques secondes, je ne me suis même pas souvenu pourquoi j'étais là. Puis tout m'est revenu d'un coup, le regard froid de mon père, l'approbation silencieuse de ma mère, et les projets de rénovation de Ryan, dans ma maison. Stéphanie était déjà partie au travail. Elle m'avait laissé un mot pour me dire de manger quelque chose et d'appeler un avocat. Je cherchais dans une liste d'avocats spécialisés en immobilier quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Allô, ici Amanda Collins, ai-je répondu, la voix encore enrouée à cause des pleurs. Bonjour, mademoiselle Collins. Je suis David Herrera de Midwest Mortgage Service. Je vous appelle à propos d'une activité inhabituelle sur votre compte de prêt immobilier. Mon estomac s'est noué. Quel genre d'activité? Quelqu'un a essayé de modifier les informations de contact de votre compte hier après-midi. Et ils ont aussi demandé à ajouter des co-emprunteurs au prêt actuel. Notre système a trouvé cela suspect, car la demande ne venait pas de notre portail sécurisé. Hier après-midi, pendant que je préparais le dîner, mes parents tentaient de voler mon prêt immobilier. Les personnes en question ont affirmé être copropriétaires du bien, a continué David. Mais dans nos dossiers, vous êtes la seule propriétaire et emprunteuse. Je voulais vérifier ça directement avec vous. C'est exact, ai-je confirmé, le cœur battant fort. Je suis la seule propriétaire. Est-ce que vous savez qui a essayé de faire ces changements? Un Richard et une Margaret Collins ont fourni certaines de vos informations personnelles, y compris votre numéro de sécurité sociale. C'est pour ça que la demande a été transmise à moi au lieu d'être rejetée automatiquement. Ils avaient mon numéro de sécurité sociale, évidemment. Ce sont mes parents. Ils ont probablement encore mon certificat de naissance et d'autres documents de quand j'étais petite. Mademoiselle Collins, est-ce que vous autorisez ces personnes à accéder à votre dossier de prêt? Absolument pas,
ai-je dit fermement. Ils n'ont aucun droit sur mon compte ni sur ma propriété. Très bien. Je vais immédiatement renforcer la sécurité de votre dossier. Et je vous recommande de contacter la police, car quelqu'un tente d'accéder frauduleusement à vos données financières. Quand j'ai raccroché, je suis resté immobile sur le canapé de Stéphanie, sous le choc. Ce n'était pas juste un malentendu ou un conflit de pouvoir. Mes parents avaient réellement tenté de prendre le contrôle de mon prêt par la tromperie. La trahison m'a blessé plus que je ne l'aurais cru possible. J'ai appelé la ligne non urgente de la police locale pour expliquer la situation. L'agent m'a demandé si mes parents avaient encore les clés de ma maison. Oui, ai-je admis. Je les ai laissés là-bas hier soir, quand ils m'ont demandé de partir. Vous devriez rencontrer nos agents sur place pour vérifier si quelqu'un est entré sans votre autorisation, a-t-il proposé. On peut documenter toute intrusion ou occupation illégale. 2 heures plus tard, j'étais sur le perron de ma maison, accompagné de 2 policiers. J'avais utilisé la clé de secours que Stéphanie gardait dans sa voiture, pour ouvrir la boîte magnétique cachée sous mon pare-choc. Mes mains tremblaient en déverrouillant la porte. La maison était vide, mais des signes montraient que mes parents étaient bienvenus. La table du dîner était toujours dressée, avec des restes de nourriture séchée. Les clés que j'avais laissées n'étaient plus là. En inspectant rapidement, rien ne semblait clairement volé, mais certains tiroirs de mon bureau étaient légèrement ouverts. Je vais noter qu'il y a eu entrée non autorisée et accès possible à vos informations personnelles, a dit l'agente Rodriguez en remplissant son rapport. Je vous recommande fortement de changer vos serrures dès aujourd'hui. Elle me donnait sa carte quand mon téléphone a de nouveau sonné. C'était un cabinet d'avocat local. Est-ce que je parle à Amanda Collins? Je suis Barbara Mich, de Mich Legal Service. Votre amie Stéphanie m'a demandé de vous appeler concernant un conflit de propriété. 1 heure plus tard, j'étais assise dans le bureau de Barbara, entourée de livres de droit et de diplômes encadrés. Elle avait une 50aine d'années, un regard perçant, et un ton direct qui m'a tout de suite rassuré. « Laissez-moi voir si j'ai bien compris », a-t-elle dit après avoir écouté mon histoire. « Vos parents vous ont exigé les clés, ont revendiqué votre maison comme propriété familiale, et ont tenté de modifier les informations du prêt immobilier sans votre autorisation? » Oui, ai-je confirmé, toujours incapable d'y croire. « Vous êtes bien la seule propriétaire? Votre nom est seul sur le titre? Il n'y a aucun co-emprunteur? Aucun membre de votre famille n'a contribué financièrement à l'achat. J'ai économisé toute seule pour l'apport. Et chaque paiement du prêt a été fait depuis mon compte depuis 3 ans. » Barbara a hoché la tête en prenant des notes. « Avec votre permission, j'aimerais lancer une vérification complète des antécédents de vos parents. S'ils ont déjà tenté des fraudes de ce genre, ça pourrait renforcer votre dossier. » J'ai hésité un instant, puis j'ai accepté. En 30 minutes, l'enquêteur de Barbara a rapporté un dossier troublant. « Vos parents ont de sérieux problèmes financiers », a expliqué Barbara en lisant le rapport. 3 cartes de crédit en recouvrement, un avis d'impôt impayé datant de 2 ans. Et il semble qu'ils aient récemment contracté une 2e hypothèque sur leur propre maison. L'image devenait douloureusement claire. Mes parents n'étaient pas juste contrôlants. Ils étaient désespérés. Ma promotion récente et ma hausse de salaire avaient sûrement renforcé leur idée que je pouvais les sortir de leurs problèmes financiers. En leur laissant ma maison. Ce qui est encore plus inquiétant, a continué Barbara, c'est que ce n'est pas leur première tentative de ce genre. Il y a eu une plainte déposée par votre grand-mère maternelle il y a 7 ans, disant que vos parents avaient essayé de transférer ses comptes de retraite à leur nom. La plainte a été retirée, mais la trace existe toujours. Ma grand-mère avait toujours été gentille, mais un peu distante. Elle était décédée il y a 5 ans, et mes parents s'étaient occupés de tout. Maintenant, je me demandais ce qui s'était vraiment passé entre eux. Je me suis effondré en larmes dans le bureau de Barbara. Le poids de la trahison m'écrasait. Ce n'était pas juste une tentative isolée. Mes parents avaient un historique de manipulation financière. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Je sais que c'est beaucoup à encaisser, a dit Barbara gentiment en me tendant une boîte de mouchoirs. Mais il faut agir vite pour protéger vos biens. D'abord, on va envoyer une lettre officielle pour leur demander d'arrêter toute tentative. Ensuite, on va demander une ordonnance restrictive temporaire pour les empêcher d'approcher votre maison. Pendant que je signais les documents nécessaires, mon téléphone a vibré. Des messages de mon frère. Tu exagères. Les parents veulent juste t'aider à gérer la maison. La famille prend soin des siens. T'as toujours été égoïste. Papa dit que si tu fais appel à des avocats, tu n'es plus la bienvenue au repas de famille. J'ai montré les messages à Barbara. Elle les a ajoutés au dossier.
Des tactiques classiques de manipulation, a-t-elle commenté. Ils essaient de te faire culpabiliser pour te défendre. Quand je suis sorti du cabinet, Stéphanie m'attendait pour m'emmener voir un serrurier. Tu vas rester chez moi jusqu'à ce que tout ça soit réglé, a-t-elle insisté. Je ne leur fais pas confiance. Ils pourraient revenir. Je ne veux pas abuser de ton hospitalité. Ai-je dit, épuisé. Tu n'abuses pas, a-t-elle répondu fermement. Tu acceptes de l'aide de quelqu'un qui t'aime vraiment et qui ne veut rien te prendre. Ce soir-là, après avoir changé toutes les serrures et installé des alertes de surveillance de crédit, j'ai reçu un appel de mon patron, Martin. Amanda, j'ai entendu dire que tu traversais une urgence familiale, a-t-il dit avec inquiétude. Comment tu sais ça? Ai-je demandé, surprise. Ton père a appelé le bureau pour demander une attestation d'emploi. Il disait que c'était pour une consolidation financière familiale. Je lui ai dit qu'on ne donnait jamais d'infos sans ton autorisation écrite. Il s'est énervé. Est-ce que tout va bien? J'ai expliqué rapidement la situation, gêné que mon drame familial arrive jusqu'à mon travail. Prends tout le temps qu'il te faut, a dit Martin tout de suite. Ton travail et ta promotion sont assurés. Et je vais prévenir la sécurité de ne laisser entrer aucun membre de ta famille. Après l'appel, j'ai vérifié ma messagerie vocale. Il y avait un message menaçant de mon père. Tu fais une grosse erreur, Amanda. On est ta famille. On a des droits sur ce qui t'appartient. Si tu vas jusqu'au bout, tu le regretteras. J'ai transféré ce message à Barbara. Elle m'a répondu qu'il renforçait notre dossier pour l'ordonnance restrictive. Malgré mon épuisement, je n'ai pas réussi à dormir cette nuit-là. Allongé dans la chambre d'amis de Stéphanie, je repensais à toute ma relation avec mes parents. Je remettais en question chaque souvenir, chaque geste, chaque mot. Je réalisais une chose douloureuse, leur amour avait toujours été conditionnel. Ils ne m'avaient jamais vu comme leur fille, mais comme une ressource. Cette pensée m'a fait si mal que j'en avais du mal à respirer. Mais au lever du jour, j'avais pris une décision. Je n'allais pas seulement me protéger légalement. J'allais aussi faire tout ce qu'il fallait pour qu'ils ne puissent plus jamais me faire ça, ni à moi, ni à quelqu'un d'autre. Même si ça devait faire mal, je devais rester forte. 2 jours après le dîner désastreux, je suis retourné chez moi, accompagné d'un policier et d'un serrurier. Barbara m'avait conseillé de documenter tout et d'avoir des témoins officiels sur place. Les nouvelles serrures avaient été posées, et j'étais venu vérifier s'il manquait des choses. Quand on est arrivé dans l'allée, j'ai été choqué de voir la voiture de mes parents. Et le pick-up de mon frère garé dans la rue. Mon estomac s'est noué. Ce sont les véhicules de mes parents, ai-je dit à l'agent Wilson. Ils ne devraient pas être là. Restez dans votre voiture pendant que je vais voir, m'a-t-il dit. Depuis mon pare-brise, je l'ai vu s'approcher de ma porte, frapper, se présenter. La porte s'est ouverte. Mon père était là, l'air énervé, mais pas surpris. Après une brève discussion, l'agent Wilson m'a fait signe de le rejoindre. Marcher sur mon propre trottoir me semblait irréel. Comme si j'approchais de la maison d'un inconnu. Depuis le perron, je voyais à l'intérieur. Ma mère et Ryan déplaçaient mes meubles. Ils avaient mis mon canapé sur un autre mur. Et ils étaient en train d'enlever les cadres que j'avais soigneusement choisis. Mademoiselle Collins a identifié ces personnes comme occupants non autorisés de sa résidence. A déclaré l'agent Wilson d'un ton formel. Pouvez-vous fournir des papiers prouvant que vous avez un droit légal d'être ici? Mon père a gonflé le torse. Nous sommes ses parents. Cette maison est une propriété familiale. Est-ce que votre nom figure sur l'acte ou le prêt? A demandé l'agent. On n'a pas besoin de ça. On est la famille, a insisté mon père. On a contribué à sa réussite, à ce qui a permis d'acheter cette maison. Ce n'est pas comme ça que fonctionne la loi sur la propriété, monsieur, a répondu calmement l'agent. À moins que votre nom soit sur les documents officiels, vous n'avez aucun droit d'être ici sans autorisation. Ma mère s'est avancée, les larmes aux yeux. Amanda, comment as-tu pu appeler la police contre ta propre famille? On t'a élevé mieux que ça. J'ai trouvé ma voie. Et vous, comment avez-vous pu essayer de me voler ma maison? C'est moi qui ai été élevé mieux que ça. Ryan est sorti du couloir avec une boîte remplie de ce qui semblait être mes papiers personnels. C'est ridicule. On t'aide juste à organiser les choses. En prenant mes dossiers, ai-je lancé? Pose ça, Ryan, ai-je exigé? Mademoiselle Collins, a dit l'agent Wilson. Voulez-vous que ces personnes soient retirées de votre maison? Oui, ai-je dit fermement, ignorant le souffle choqué de ma mère. Et je veux vérifier ce qu'ils ont pris. Ce qui a suivi a été l'un des moments les plus inconfortables de ma vie. Sous la surveillance de la police,
Ma propre famille a été expulsée de chez moi. Mon père s'énervait de plus en plus, lançant des menaces vagues sur la loyauté familiale, me disant que je regretterais cette trahison. Ma mère alternait entre pleurs et colère froide. Ryan me fixait, murmurant « Voilà tes vrais visages qui ressortent ». Après leur départ, j'ai découvert qu'il manquait plusieurs choses. La boîte à bijoux de ma grand-mère, mon certificat de naissance, ma carte de sécurité sociale, des documents fiscaux, et même plusieurs photos de famille encadrées. En inspectant mon bureau, j'ai aussi vu que mon ordinateur avait été ouvert. Je ne pouvais pas dire ce qu'ils avaient pu voir ou copier. Je veux porter plainte pour vol, ai-je dit à l'agent Wilson, qui a hoché la tête avec compassion. Vous devriez aussi envisager une ordonnance de protection, m'a-t-il conseillé. Les situations familiales peuvent dégénérer très vite. Dans les jours qui ont suivi, la prédiction du policier s'est révélée juste, mais encore plus douloureuse que je ne l'aurais cru. J'ai reçu une avalanche de messages accusateurs. Pas seulement de mes parents, mais aussi de tantes, d'oncles et de cousins. Ils avaient tous reçu une version complètement déformée de ce qui s'était passé. Comment as-tu pu jeter tes parents de ta maison? M'a écrit ma tante Caroline. Tes parents t'ont tout donné. Et voilà comment tu les remercies. M'a envoyé un oncle que je ne connaissais presque pas. Apparemment, mon père avait dit à toute la famille qu'ils avaient investi énormément dans ma maison. Et que maintenant, je volais une propriété familiale. Aucune mention de leur intrusion ou de leur tentative de fraude sur mon prêt. Ils ont même fait des publications sur les réseaux sociaux, se présentant comme les victimes d'une fille ingrate. Ils ont tagué des amis, des membres de la famille, et même des collègues de lycée. C'était une humiliation publique. Et quand d'anciens camarades ou de lointains parents commençaient à commenter leur déception envers moi, ça me transperçait. Stéphanie m'a aidé à écrire une réponse simple et factuelle, que j'ai envoyée en privé à ceux qui m'avaient contacté. Je suis désolé qu'on vous ait mal informé. Mes parents ont tenté de revendiquer la propriété de ma maison, que j'ai achetée seule. C'est maintenant une affaire légale, et je ne commenterai pas davantage. Certains se sont excusés et ont reculé tout de suite. D'autres ont insisté. Les affaires de famille doivent rester privées. Oh, tu aurais dû régler ça sans avocat. Très peu semblaient se soucier des faits réels. Pendant ce temps, Barbara, mon avocate, a reçu une lettre recommandée d'un avocat que mes parents avaient engagé. Dans cette lettre, il disait qu'il y avait un accord verbal, faisant de ma maison un bien d'investissement familial. Et ils exigeaient une médiation. Barbara m'a assuré que cette demande n'avait aucune valeur légale. Mais le stress commençait à m'épuiser. Je dormais mal, je mangeais à peine. Aller au travail, c'était comme porter un masque, faire semblant d'aller bien, alors que j'étais brisé à l'intérieur. Je sursautais à chaque notification sur mon téléphone, de peur que ce soit un nouveau message toxique de ma famille. Puis un soir, en rentrant du travail, j'ai trouvé la lampe du Porsche brisée, et une note glissée dans le cadre de la porte. La famille prend soin des siens, d'une manière ou d'une autre. La menace implicite m'a glacé. Le lendemain matin, je suis allé directement au cabinet de Barbara. Elle a tout de suite déposé une demande d'ordonnance de protection d'urgence contre mes parents et mon frère. Là, ils franchissent une limite, a-t-elle dit en regardant le rapport de police. Leur comportement devient inquiétant. Même si je comprenais qu'il fallait me protéger légalement, une partie de moi hésitait encore à couper tous les liens. Après tout, c'étaient mes parents. Ils avaient été là à mes remises de diplôme, dans mes souvenirs d'enfance, sur les photos de famille. Est-ce que je pouvais vraiment les rayer de ma vie? Barbara a vu mon expression et a dit doucement. Je sais que c'est dur. Mais demande-toi ceci. Si ce n'était pas tes parents, si c'était des amis ou des collègues qui t'avaient fait ça, est-ce que tu hésiterais autant à te protéger? Cette nuit-là, j'étais allongé dans ma maison désormais sécurisée, entouré de nouvelles caméras et de lumières à détecteur de mouvement. Je me sentais plus seul que jamais. Vers 3 heures du matin, j'ai enfin admis ce que je refusais de voir. Les parents que j'avais crus aimants mais imparfaits n'existaient pas. Les personnes qui avaient essayé de me voler ma maison me montraient qui elles étaient vraiment. Et peut-être qu'elles avaient toujours été comme ça. Cette révélation m'a autant fait mal qu'elle m'a apporté de la clarté. Je pouvais pleurer la famille que j'avais cru avoir, tout en me protégeant de celle que j'avais réellement. Le lendemain matin, j'ai contacté une psychologue spécialisée dans les traumatismes familiaux. J'ai pris un rendez-vous. Je savais que si je voulais avancer malgré cette trahison, il me fallait du soutien professionnel. Alors que je sortais pour aller travailler,
J'ai reçu une alerte de mon application de surveillance de crédit. Quelqu'un avait tenté d'ouvrir une carte bancaire à mon nom. La demande avait été bloquée, car l'adresse utilisée était celle de mes parents. J'ai immédiatement transféré l'alerte à Barbara, mon avocate, qui l'a ajoutée à notre dossier grandissant. Le vol d'identité est un crime grave, a-t-elle souligné. Ça renforce encore plus notre dossier. 2 jours plus tard, j'ai reçu la notification de la date d'audience pour l'ordonnance de restriction. Barbara m'a préparé à ce qui m'attendait. Elle m'a averti que mes parents allaient probablement jouer le rôle de pauvres parents aimants, injustement accusés. Le juge se concentrera sur les preuves, pas les émotions, m'a-t-elle assuré. Et on a beaucoup de preuves solides de leur comportement. La veille de l'audience, j'étais si anxieuse que je n'arrivais presque pas à fonctionner. L'idée d'affronter ma famille en public, au tribunal, me donnait la nausée. Mais sous cette peur, une force grandissait. Je n'avais rien fait de mal. J'avais travaillé dur pour avoir ce que j'avais. Et je méritais de me protéger. Peu importe combien ça ferait mal, je ne reculerai pas. Le palais de justice du comté était impressionnant. Avec ses grandes colonnes en marbre et ses couloirs résonnants. Je suis arrivé tôt avec Barbara. Habillée en costume bleu foncé sobre. Serrant mon dossier de preuves malgré mes mains tremblantes. Souviens-toi, m'a dit Barbara à voix basse. Reste sur les faits. Ne te laisse pas provoquer. Quand mes parents et mon frère sont entrés avec leur avocat, ils avaient soigneusement préparé leur image. Mon père avait l'air distingué, malgré un vieux costume. Ma mère paraissait fragile, les yeux larmoyants, agrippant son sac comme à une bouée. Ryan se tenait près d'elle, jouant le rôle du fils protecteur. Ils ne m'ont même pas salué. Ma mère a croisé mon regard une seconde, puis a vite détourné les yeux. Leur avocat, James Westfield, est venu proposer une solution avant l'audience. Mes clients sont prêts à régler ce malheureux malentendu si mademoiselle Collins accepte une thérapie familiale. Et leur permet un accès raisonnable à la maison qu'ils ont contribué à sécuriser. Barbara lui a répondu d'un ton glacial. Vos clients ont tenté une fraude sur un prêt immobilier. Ont pénétré illégalement dans une maison. Ont volé des documents personnels. Et commis un vol d'identité. Ce n'est pas un malentendu. Et nous allons continuer avec la demande d'ordonnance. Quand notre affaire a été appelée, nous sommes entrés dans la salle d'audience. La juge, Elena Martinez, une femme d'environ 60 ans avec un regard sévère, a d'abord lu notre dossier en silence, puis a levé les yeux. Il semble qu'il s'agisse d'un conflit familial autour d'une maison, a-t-elle commencé. Votre honneur, est vite intervenu Westfield. Il s'agit simplement d'un malentendu entre des parents bien intentionnés et leur fille. La famille Collins a toujours fonctionné comme une unité financière, partageant tout pour le bien de tous. Barbara a présenté les preuves avec méthode. La déclaration de la banque concernant la tentative d'accès non autorisé. Le rapport de police les ayant trouvés chez moi. L'inventaire des objets volés. La note menaçante. Et la tentative de vol d'identité. Elle a aussi ajouté. Nous avons trouvé une ancienne plainte déposée par la grand-mère maternelle de mademoiselle Collins. Les parents avaient essayé de transférer ces fonds de retraite à leur nom. L'avocat de mes parents a protesté. Ce dossier est ancien, et il a été réglé en privé. Quand ce fut le tour de mes parents, ils ont joué une vraie scène dramatique. C'était à la fois douloureux et irritant. On voulait juste aider notre fille, a sangloté ma mère. Elle prend des décisions financières impulsives. On voulait protéger l'investissement familial. Quel investissement familial? A demandé la juge Martinez. Avez-vous financièrement contribué à l'achat de cette maison? Pas directement, a admis mon père. Mais on l'a élevée. On lui a tout donné. Tout ce qu'elle est, c'est grâce à nos sacrifices. Le visage de la juge est resté neutre. Mais ses questions sont devenues de plus en plus précises. Sur les transactions, les papiers officiels, la chronologie des faits. Et peu à peu, leur histoire s'est effondrée. Quand Ryan a témoigné en disant qu'il avait juste aidé à ranger des papiers. La juge lui a demandé directement. Cette boîte que vous portiez quand la police est arrivée, c'était bien des papiers personnels? C'était des déclarations d'impôt familial, a-t-il dit. Avec seulement le nom et le numéro de sécurité sociale de mademoiselle Collins. A demandé la juge avec scepticisme. À la fin de l'audience, la juge Martinez avait entendu assez. Elle a accordé une ordonnance restrictive temporaire, interdisant à mes parents et à mon frère de s'approcher à moins de 150 mètres de ma maison ou de mon travail. Pendant les 90 prochains jours. D'après les preuves présentées,
a-t-elle déclaré. Il semble y avoir un schéma préoccupant de tentatives de contrôle financier et de comportements potentiellement frauduleux. Mademoiselle Collins a le droit de protéger légalement sa propriété acquise honnêtement. Quand on est sorti de la salle d'audience, ma mère a crié « Amanda, s'il te plaît, nous sommes ta famille ». Mais j'ai continué à marcher. La main de Barbara posée sur mon bras. Cette victoire légale aurait dû m'apaiser. Mais au lieu de ça, elle a déclenché une nouvelle guerre familiale. La nouvelle de l'ordonnance de restriction s'est répandue dans toute la famille élargie comme une traînée de poudre. Les gens ont commencé à se diviser. La majorité a pris le parti de mes parents. Pour eux, engager des poursuites contre ses propres parents était une trahison impardonnable. Mais, à ma grande surprise, la sœur de ma mère, ma tante Jessica, m'a contacté. Elle avait une vision très différente. J'attendais depuis des années que quelqu'un leur tienne tête, m'a-t-elle dit. Quand on s'est vu pour prendre un café. Ils ont fait la même chose à ta grand-mère, tu sais? Ils ont essayé de lui faire croire qu'elle n'était plus capable de gérer son argent. Et ont failli prendre le contrôle de tous ses comptes. J'ai dû intervenir. Depuis, il me parle à peine. Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit? Ai-je demandé, choqué. Tu m'aurais cru, a-t-elle répondu doucement. On veut tous croire que nos parents sont bons. C'est comme ça qu'on survit à l'enfance. Le soutien de ma tante Jessica a été un vrai soulagement. Dans un environnement devenu presque entièrement hostile. Mais le comportement de Ryan est devenu de plus en plus inquiétant. Malgré l'ordonnance de restriction, il a commencé à passer régulièrement devant ma maison. Des voisins m'ont dit avoir vu sa camionnette garée au bout de la rue à plusieurs reprises. Il ne s'approchait jamais trop près. Juste assez pour ne pas techniquement violer la décision du tribunal. Mais sa présence me faisait peur. En même temps, je recevais des notes anonymes dans ma boîte aux lettres. La famille reste unie. Le sang est plus fort que l'eau. Et la plus effrayante, tu ne pourras pas toujours te cacher derrière tes avocats. J'ai signalé chaque note à la police. Mais sans preuve directe d'eux qui les avaient laissées, ils ne pouvaient rien faire. Le stress commençait à affecter mon travail. Même si Martin, mon patron, était très compréhensif. Je faisais des erreurs inhabituelles. Oubli dans les présentations, appels manqués. La promotion pour laquelle j'avais tant travaillé était en danger. À cause de la campagne incessante de ma famille. Barbara m'a conseillé de renforcer encore plus ma sécurité. Ils deviennent plus agressifs parce qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient du système judiciaire, m'a-t-elle expliqué. Parfois, le comportement empire avant de s'arrêter. J'ai donc investi dans un système de sécurité complet. Avec caméra autour de toute la maison. J'ai changé de numéro de téléphone, d'adresse mail. Et mis en place des filtres pour bloquer tout message venant de comptes familiaux connus. Je changeais aussi régulièrement d'itinéraire pour aller au travail. Et je vérifiais ma voiture avant de monter dedans. Ça semblait excessif. Mais c'était ma seule façon de retrouver un minimum de paix. 3 semaines après la décision du tribunal, quelqu'un a tenté d'accéder à mes comptes bancaires en ligne. Heureusement, les systèmes de sécurité ont bloqué la tentative. L'adresse IP venait de chez mes parents. Barbara a ajouté cet incident à notre dossier. Elle m'a dit qu'on devait envisager de nouveaux recours juridiques. Ils ne respectent pas l'esprit de l'ordonnance, même s'ils évitent de violer la loi à la lettre. Il faut leur montrer que ça a des conséquences. Mais le pire est arrivé quand un client m'a dit qu'il avait reçu un email inquiétant à mon sujet. Soi-disant envoyé par un proche inquiet. Il disait que j'étais mentalement instable et irresponsable avec l'argent. D'autres clients, et même Martin, mon patron, ont reçu des emails similaires. Heureusement, Martin a tout de suite compris que c'était faux. Il m'a alerté immédiatement. Ça dépasse toutes les limites, a-t-il dit. Notre équipe juridique va traiter ça comme de la diffamation contre une employée. Avec cette nouvelle preuve, Barbara a demandé une ordonnance de restriction permanente, en ajoutant des accusations de harcèlement, diffamation et tentative de fraude. L'audience a été programmée pour la semaine suivante. Cette fois, je suis entré dans la salle du tribunal. Non pas avec peur, mais avec une colère juste. Les actions de mes parents avaient dépassé une simple tentative de contrôle. Ils essayaient maintenant de détruire ma réputation et de m'empêcher de réussir ma vie. La juge Martinez, qui se souvenait très bien de notre affaire, a étudié les nouvelles preuves avec un air de plus en plus inquiet. Ce comportement qui s'aggrave est extrêmement préoccupant, a-t-elle déclaré. Ce qui a commencé comme un conflit de propriété est devenu une campagne organisée de harcèlement. Les protestations indignées de mon père n'avaient aucun poids.
face aux emails traçables qui venaient de leur ordinateur. Les larmes de ma mère paraissaient forcées. Et même leur avocat semblait mal à l'aise avec la tournure du dossier. « Votre honneur », a interrompu mon père pendant que Barbara présentait les preuves. « Tout ceci est exagéré. On essaie juste d'aider notre fille. Elle n'est pas dans un état mental clair. » La juge Martinez l'a regardé froidement. « Monsieur Collins, je vous suggère de laisser votre avocat parler pour vous. Vos interventions ne vous aident pas. Quand ce fut au tour de Ryan de s'expliquer sur le fait qu'il rôdait autour de ma maison, il a dit qu'il vérifiait juste que tout allait bien. Malgré l'ordonnance de restriction qui vous interdit d'approcher à moins de 150 mètres. » A demandé la juge. « Le devoir envers la famille est plus fort que les papiers du tribunal. » A répondu Ryan. Là, sa vraie pensée a été révélée, derrière son attitude calme. « Ce n'est pas comme ça que fonctionne la loi, monsieur Collins. » A répondu fermement la juge Martinez. Elle a alors accordé l'ordonnance de restriction permanente. Et elle a ajouté une mise en garde sévère. Toute autre violation mènera à des poursuites pénales. Ce tribunal prend très au sérieux le harcèlement et les tentatives de fraude. Quand le verdict a été annoncé, Ryan s'est levé brusquement. « C'est du n'importe quoi », a-t-il hurlé. « Elle tourne le dos à sa propre famille. Elle nous doit ça. »« Calmez votre client », a ordonné la juge à son avocat, tandis que les agents de sécurité s'approchaient. « Outrage à la cour », a déclaré la juge. « Monsieur Collins passera la nuit en prison pour réfléchir à ce qu'est un comportement approprié dans une salle d'audience. Voir mon frère partir menotté aurait dû me faire sentir soulagé. Mais au lieu de ça, je me sentais tristement vide. Comment avions-nous pu en arriver là? La famille avec qui j'avais grandi m'était maintenant méconnaissable, transformée par la cupidité et le sentiment de droit absolu. En quittant le tribunal, Barbara m'a tapoté doucement l'épaule. Ce n'est jamais facile quand ta propre famille se retourne contre toi. Mais tu as fait preuve d'une force remarquable. Je ne me sentais pas forte. Je me sentais épuisée. Vidée par des mois d'anxiété et de douleur. Peut-être que la bataille légale était terminée. Mais la guerre émotionnelle, elle, ne faisait que commencer. 3 mois après l'ordonnance définitive, je reconstruisais lentement ma vie. La sécurité faisait désormais partie de ma routine. Les crises de panique étaient moins fréquentes. Mon travail se stabilisait. Et je commençais enfin à ressentir un peu de paix. C'est alors que j'ai reçu un message texte, venant d'un numéro inconnu. On devrait parler. Un café chez Sterling, demain. Papa. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai transféré le message à Barbara. Elle m'a confirmé qu'il violait techniquement l'ordonnance. Mais elle m'a conseillé de l'ignorer. À moins que ça ne se reproduise. Parfois, c'est juste pour tester les limites, a-t-elle dit. Garde ton énergie. 1 semaine plus tard, une lettre officielle est arrivée. Elle venait de leur nouvel avocat. Il proposait une réunion de réconciliation familiale. Dans un endroit neutre, avec présence des avocats des deux côtés. Après en avoir discuté avec ma psychologue, la docteure Lavigne, j'ai accepté avec prudence. Tu as fait un travail énorme pour surmonter ce traumatisme, m'a-t-elle dit. Rencontrer tes parents en position de force peut apporter une forme de fermeture. Peu importe le résultat. La réunion a été fixée dans une salle privée d'un restaurant local. Barbara m'accompagnait. Mes parents sont arrivés avec leur nouvelle avocate, une femme nommée Patricia Won, spécialisée en médiation familiale. Mes parents avaient l'air différents. Plus petits, moins imposants. Mon père avait maigri, et les cheveux de ma mère étaient bien plus gris que dans mes souvenirs. Ils se sont assis raides de l'autre côté de la table. Les mains croisées devant eux comme des enfants punis. Merci d'avoir accepté de nous rencontrer, a commencé mon père d'un ton formel. Nous avons eu du temps pour réfléchir à nos actions. Ce qui a suivi n'était pas vraiment une excuse. Ils ont reconnu des malentendus et de la mauvaise communication. Mais ils n'ont jamais vraiment pris la responsabilité complète de leurs actes. On voulait seulement ce qu'il y a de mieux pour la famille. A insisté ma mère. Peut-être que notre méthode n'était pas la bonne. Pas la bonne, ai-je répété, en me forçant à rester calme. Vous avez essayé de voler ma maison. Vous avez volé mes documents personnels. Vous avez tenté une fraude d'identité. Et vous avez saboté ma réputation professionnelle. Ce ne sont pas juste de mauvaises méthodes. Ce sont des délits. La mâchoire de mon père s'est crispée. On a admis avoir fait des erreurs. Qu'est-ce que tu veux de plus? Une vraie prise de responsabilité, ai-je répondu.
Que vous disiez ce que vous avez vraiment fait et pourquoi. Et des garanties que ça ne se reproduira jamais. Ni avec moi, ni avec personne d'autre. Leur avocate a tenté de ramener la conversation vers l'avenir. Concentrons-nous sur la réconciliation, pas sur les torts passés. Barbara a répliqué aussitôt. La responsabilité est essentielle pour toute réconciliation sincère. Au fil de la discussion, il est devenu clair que mes parents voulaient surtout que l'ordonnance soit levée. Et avoir accès à ma vie à nouveau. Mais sans vraiment reconnaître le mal qu'ils avaient fait. Ils ont tout justifié comme des gestes mal compris. Plutôt que comme du comportement manipulateur et intrusif. Nous sommes tes parents, a pleuré ma mère. Une famille, ça pardonne. Le pardon demande de l'honnêteté, ai-je dit calmement. Et il ne signifie pas forcément qu'on peut se faire confiance à nouveau. Quand on a parlé de Ryan, ils ont admis qu'il était toujours en colère. Mais ils ont dit qu'il était en train de gérer ses émotions. Ils ont proposé une thérapie familiale avec nous 4. J'ai réfléchi longuement avant de répondre. Je suis ouverte à une communication, mais sous condition, ai-je fini par dire. Premièrement, que vous reconnaissiez pleinement ce qui s'est passé, sans détour ni euphémisme. Deuxièmement, que chacun de vous suive une thérapie individuelle avant toute séance de groupe. Troisièmement, aucune discussion sur mes finances ou mes biens. Ces sujets sont désormais fermés pour toujours. Le visage de mon père s'est assombri. Donc maintenant c'est toi qui imposes les règles de notre relation. Non, ai-je répondu. Je fixe des limites. À vous de voir si vous pouvez les respecter. La réunion s'est terminée sans accord. Mes parents ont dit qu'ils réfléchiraient à mes conditions. Mais leur ton et leur langage corporel montraient qu'ils les trouvaient inacceptables. En repartant vers notre voiture, Barbara m'a regardé avec approbation. Tu as été clair, ferme et juste. La balle est dans leur camp maintenant. 2 jours plus tard, j'ai reçu une lettre de mes parents. Pas par leur avocate cette fois. Une note manuscrite, écrite par ma mère. Elle ne contenait aucune excuse. Seulement cette phrase. Si tu ne peux pas pardonner et oublier sans condition, alors peut-être qu'on devrait faire une pause dans notre relation. Et elle terminait par. Quand tu seras prête à refaire vraiment partie de la famille, sans tous ces obstacles légaux, tu sais où nous trouver. Le message était clair. Ils ne voulaient toujours pas reconnaître ce qu'ils avaient fait. Pour eux, j'étais le problème. Mais étrangement, au lieu de me détruire, cette lettre m'a apporté de la clarté et une certaine paix. J'ai apporté la lettre à ma prochaine séance avec ma psychologue, la docteure Lavigne. Elle m'a aidé à comprendre ce que cela signifiait. Ils te montrent qui ils sont, a-t-elle dit calmement. Ils te disent que, dans leur vision de la famille, tu dois te soumettre et abandonner tes limites. Et maintenant, ai-je demandé. Ce sont toujours mes parents, non. Elle m'a regardé doucement. C'est à toi de décider ce qui est sain pour toi. S'il y a une relation possible ou pas. La famille, ce n'est pas seulement une question de sang. C'est une question de respect et de soutien mutuel. Dans les semaines suivantes, j'ai pris une décision consciente. Je devais reconstruire ma vie. Et non pas essayer de réparer une dynamique familiale. Que les autres ne voulaient manifestement pas changer. Je suis retourné au travail avec un nouvel élan. J'ai repris contact avec des amis que j'avais négligés pendant la crise. Je me suis même inscrite à un groupe de soutien pour adultes en rupture avec leur famille. Là, j'ai trouvé des gens qui comprenaient ce que je vivais. D'autres personnes qui avaient mis des limites à leurs parents ou à leurs frères et sœurs. Et qui étaient confrontés au jugement, à la culpabilité et au soulagement. Ma maison, qui avait été pour moi une fierté, avait été souillée par cette trahison. Il était temps de la reprendre. J'ai fait venir des artisans pour refaire la cuisine. Un projet que j'avais repoussé pendant des mois. J'ai repeint les murs, réorganisé les meubles. Et remplacé les œuvres d'art que mes parents avaient essayé d'emporter. Par de nouvelles pièces que moi, j'avais choisies. Chaque changement symbolisait une reconquête de mon espace. Je transformais un lieu de blessure en un refuge. Pour me sentir encore plus en sécurité, j'ai installé un système de maison intelligente qui m'envoyait des alertes en cas d'activité suspecte. Peu à peu, la peur de retrouver une note anonyme ou de voir le pick-up de Ryan au coin de la rue s'est estompée. 6 mois après l'audience finale, j'ai reçu une promotion inattendue. Martin m'a appelé dans son bureau pour me l'annoncer lui-même. La façon dont tu as géré cette crise familiale a impressionné tout le monde en haut lieu, a-t-il dit. Tu as montré un professionnalisme et une résilience extraordinaires sous pression. C'est exactement ce qu'on attend de notre nouvelle directrice des services clients.
L'ironie ne m'a pas échappé. La même crise que mes parents avaient provoquée avait fini par propulser ma carrière vers le haut. En essayant de me contrôler, il m'avait poussé plus loin que jamais vers l'indépendance. 1 an après le premier dîner où tout avait commencé, je me suis retrouvée assise sur ma terrasse, un thé chaud entre les mains, regardant le soleil se coucher au-dessus de mon jardin. C'était paisible. Pas parfait. Pas sans douleur. Mais à moi. Je repensais à cette soirée. Au regard méprisant de Ryan. À l'indifférence froide de mon père. Au chantage émotionnel de ma mère. Et je me suis rendu compte que je n'aurais jamais pu les changer. Mais j'avais changé moi-même. J'étais devenue une femme qui savait mettre des limites. Qui savait se protéger. Qui savait dire non. Même à ceux qui l'avaient mise au monde. Des gens me demandaient parfois. Tu leur parles encore? Et je répondais simplement. Non. J'espère qu'ils vont bien. Mais je ne leur dois plus rien. Beaucoup ne comprenaient pas. Certains me jugeaient. Mais d'autres, souvent en silence, me confiaient qu'ils avaient vécu des histoires similaires. Et ils me disaient merci. Dans le groupe de soutien, j'ai rencontré quelqu'un. Il s'appelle David. Il avait lui aussi coupé les ponts avec sa famille après des années d'abus psychologiques. Notre premier rendez-vous a été timide. Mais il y avait une compréhension silencieuse entre nous. Pas besoin d'expliquer pourquoi on vérifiait nos téléphones 2 fois. Ou pourquoi on sursautait quand quelqu'un frappait à la porte. On se comprenait. Petit à petit, David est devenu une part importante de ma vie. Pas comme une béquille. Mais comme un allié. Quelqu'un qui voyait ma force, pas seulement mes blessures. Un jour, alors qu'on marchait dans un parc, il m'a demandé. Si tu pouvais remonter dans le temps, est-ce que tu referais tout pareil? J'ai réfléchi longtemps. Puis j'ai répondu. Je referais les mêmes choix. Mais cette fois, je me ferai plus confiance. Je ne laisserai pas la loyauté m'aveugler aussi longtemps. Et il a souri. Moi aussi. La vérité, c'est que ma famille m'avait appris une chose précieuse, sans le vouloir. Ce que je ne voulais jamais devenir. Et grâce à ça, j'avais construit une vie plus honnête, plus forte, plus libre. Je ne savais pas si un jour je leur pardonnerais. Mais je savais une chose. Je m'étais pardonné à moi-même. De ne pas avoir vu plus tôt. De leur avoir laissé trop de pouvoir. De m'être senti coupable, d'avoir survécu à leur emprise. Et ça, c'était le début d'une vraie liberté. 1 an et demi après le procès, j'ai reçu une enveloppe beige sans expéditeur. Pas d'adresse écrite à la main. Juste mon nom, parfaitement calligraphié. À l'intérieur, une seule feuille. Pas de lettre, pas de signature. Juste un chèque. D'un montant de $5000. Et dans la partie « Mémo », il y avait écrit « Pour tout ce qu'on t'a pris ». J'ai su tout de suite que ça venait de ma mère. Je suis resté là, dans ma cuisine, à fixer ce papier, la main tremblante. Barbara m'a dit plus tard que je pouvais légalement l'encaisser. Mais que si je le faisais, cela pourrait être interprété comme un geste de réconciliation tacite. Un signal que je baissais mes limites. Je ne l'ai pas encaissé. Je l'ai rangé dans un dossier, avec tous les autres documents. Pas par colère. Mais parce que je n'avais plus besoin de cet argent. Et surtout, je n'avais plus besoin de leur validation. David et moi avons décidé de partir un week-end en montagne. Juste lui, moi, la nature et le silence. Assise devant le feu de camp, je me suis souvenu d'une chose que ma mère disait souvent quand j'étais enfant. Les secrets de famille restent en famille. Mais ce n'était pas vrai. Parce que les secrets deviennent des chaînes. Et que raconter mon histoire m'avait permis de me libérer. Aujourd'hui, si tu lis ceci, et que tu traverses quelque chose de similaire, sache ceci. Tu n'es pas fou. Tu n'es pas ingrat. Tu n'es pas faible. Tu es courageux. Mettre des limites, même contre ceux qu'on aime. C'est un acte de survie. Et parfois, c'est aussi un acte d'amour envers soi-même. Moi, je suis Amanda Collins. Et j'ai choisi de vivre libre. Même si ça voulait dire adieu à ceux qui n'ont jamais su m'aimer sans condition. L'histoire d'Amanda n'est pas seulement celle d'un conflit familial. C'est celle d'une renaissance. Celle d'une femme qui, malgré la trahison de ceux qui auraient dû la protéger, a trouvé en elle le courage de dire non. Le courage de ne plus subir. Le courage de poser des limites, même au prix de la solitude. Elle nous rappelle que l'amour n'excuse pas la manipulation. Et que le lien du sang ne justifie jamais l'abus. Se protéger n'est pas un acte égoïste. C'est un acte d'amour envers soi. Et parfois, c'est la seule façon de briser un cycle destructeur transmis de génération en génération. Amanda n'a pas seulement défendu sa maison.
Elle a défendu sa dignité, son avenir et son identité. Et à travers sa douleur, elle a découvert une chose puissante. Qu'on peut recommencer à zéro. Même après que tout s'est effondré. Et que parfois, ce qu'on reconstruit est bien plus solide que ce qu'on a perdu.